En fait, sur le service public, il y a trois moments qui sont vraiment importants. Le premier moment est au début du XXe siècle, avec la création du droit du service public qui va créer l'usager comme un être de droit. Et ensuite, on aura une deuxième période qui va se jouer dans les années 30, 40 jusqu'aux années 50. Et là, on a l'invention d'un service public comme une offre massive d'infrastructures et de services associés, et où l'usager perd sa position de droit, mais par contre, il va être le récipiendaire de beaucoup de services. Et puis, on a un dernier moment qui est celui des réformes européennes, où la question du service public, elle est posée en creux, parce que d'une certaine manière, le service public devient une dérogation dans le principe de la concurrence, et l'usager est abordé comme consommateur à cette période-là. Les grands principes du droit sont égalité, mutabilité, continuité. Mais en fait, c'est une reconstitution des années 50. Hein. Quand c'est pensé, on a même le principe de gratuité qui est posé, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est le penseur du service public qui va formaliser ça, Léon Duguy, c'est que le service public, c'est considéré comme une règle de droit. En fait, c'est l'autorité publique qui, à un moment donné, considère qu'un service doit être offert. Et ce n'est pas la question des moyens de l'offrir, mais c'est la question de définir une règle d'accès au service. Ce qui fait que dans ce cadre-là, c'est un petit peu comme le droit, comme une règle de droit. Donc l'usager, il a un principe d'égalité, qui est le principe d'égalité devant la loi. Et puis la loi, elle ne s'arrête pas du jour au lendemain, donc il y a un principe de continuité. Et puis il y a l'idée de mutabilité, mais qui est juste les changements tels que peuvent être la loi. Donc on a on a une inscription dans la loi du service public. En fait, cette égalité, elle est très limitée parce que, justement, le principe d'égalité, il va s'imposer après comme une logique d'offre, mais là, c'est simplement une non-discrimination des usagers. Et quand on suit le droit, le principe d'égalité tel qu'il est inscrit, eh bien, il est finalement contre les principes de redistribution. Il y a un arrêt, encore en 1985, ville de Tarbes, sur une école de musique, où on dit, voilà, un tarif préférentiel pour certaines personnes, c'est contraire au principe d'égalité. Alors après, le Conseil d'État va essayer d'amender un peu les choses, mais l'inscription juridique fait que c'est assez limitatif, et c'est contraire à l'impression qu'on a, qui est plutôt une logique de redistribution. En fait, l'histoire de l'État-providence, de la sécurité sociale, etc., est relativement séparée. La logique là, c'est la logique du développement des grandes entreprises de réseau, et le fait qu'au fond, ces grandes entreprises, pour être efficaces, elles doivent être généralisées, elles doivent être universelles. Ça ne sert à rien, en fait, c'est particulièrement inefficace d'avoir plein de petites entreprises qui offriraient plein de services. Et donc, dans cette logique-là, il faut que les services soient nationalisés, mais pas au sens politique, mais au sens d'une intégration des services, et qui soit universalisé, et on apporte le service à tout le monde, et on ne se pose pas du tout la question voilà, vous êtes au fin fond de la campagne, on vous apporte l'électricité comme si vous étiez en centre-ville, même si, de fait, ça coûte plus cher. En fait, cette redistribution, elle a été, surtout justement comme elle était dans la logique de développement de ces réseaux, elle a été pensée comme une redistribution territoriale. Et elle est très généreuse sur le territoire. On doit couvrir le territoire, on ne se pose pas de questions du prix que ça représente. En revanche, quand il a été posé des questions de redistribution sociale et des tarifs préférentiels pour des personnes en difficulté, il y a eu quelques tarifs sur le téléphone, etc., ou sur l'électricité, mais finalement relativement limités. Donc la grande générosité d'une certaine manière du service public à la française, elle est d'abord territoriale. C'est fondamentalement cette logique d'infrastructure. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on retrouve un peu dans le monde entier. Il y a un sociologue, Abraham de Swam, qui avait une vision de ces grandes entreprises de réseau et qui dit finalement, alors c'est pas complètement vrai, ça ne s'applique pas à tous les cas, mais ça marche quand même pas mal. Au fond,
Ces réseaux, on les fait au début pour les gens qui ont les moyens de les payer et dans les centres-villes, parce que ça ne coûte pas très cher d'avoir des réseaux relativement limités. Et ensuite, on veut les étendre. Et c'est là que l'État intervient pour généraliser à tout le monde et à tous les territoires. Et c'est à ce moment-là, c'est cette logique de réseau qui se développe. Électricité, gaz, route. La théorie économique qui est derrière, et d'ailleurs une théorie plus sur les prix que sur les coûts, c'est la théorie du coût marginal qui va être développée en particulier sur l'électricité. Le principe, c'est qu'au fond, on doit faire payer à l'usager le surcoût qu'il génère lui-même et pas les coûts de base. C'est là qu'est l'efficacité économique. C'est une approche économique qui est une approche qui pose une question de l'usager et donc d'une optimisation, mais qui est une approche qui reste collective et qui prend l'économie comme un ensemble et qui cherche l'optimum global et pas l'optimum focalisé sur un individu. L'Union européenne, donc les premiers textes, c'est les années 90, et ça va se développer dans les années 2000. La logique, c'est le principe en fait de l'Union européenne. On a eu dans les années précédentes, les années 80, l'expérience de la Grande-Bretagne, qui a été une logique de privatisation en bloc des services publics, qui grosso modo a produit beaucoup d'effets pervers. Après cela, l'Union européenne, elle va développer un principe qui est un principe relativement prudent, qui est un principe de séparation. On va dire, ils ont bien senti que l'infrastructure, ce n'est pas un objet économique comme les autres, que voilà, privatiser en bloc pose des gros problèmes. Et donc, on va dire, bon, ok, l'infrastructure, ça reste public, mais vous aviez à l'époque, il y avait des téléphones qui étaient séparables. Pourquoi est-ce que les téléphones ne seraient pas sur le marché privé? Et ensuite, on a dit, ah oui, mais vous avez des rails qui sont publics, mais les trains, on pourrait imaginer que les trains soient mis en concurrence. Et donc, on va avoir un mouvement très progressif de mise en concurrence avec séparation de l'infrastructure et de circulation qui va dessus, et deux périodes de régulation. La période de régulation où on a forcé d'une certaine manière ce qu'on appelle l'opérateur historique à permettre à d'autres acteurs de rentrer, donc c'était une logique un peu d'attaque des anciens opérateurs. Puis après, on a une régulation plus symétrique où on essaye de tenir l'équilibre entre les différents opérateurs. Ainsi, par exemple, pour le téléphone, il y avait, semble-t-il, une entente entre les trois grands opérateurs de téléphone. L'autorité en charge de la régulation va faciliter l'entrée de Free pour un petit peu déstabiliser le marché et faire fonctionner tout cela. La question de l'égalité du service public, a priori, l'Europe ne la prend pas en compte parce que c'est une politique sociale. Elle va apparaître de manière très localisée avec l'idée de service universel qui va marcher en particulier pour la poste, la lettre de base, mais qui au fond repose sur un principe de concurrence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le service de base pour le fonctionnement du marché et la question de l'égalité, elle disparaît dans cette perspective-là. L'idée, c'était qu'on devait perdre en égalité, mais on devait gagner finalement, le consommateur devait gagner, donc les prix devaient baisser. Mais en fait, on s'aperçoit, il y a une étude qui a été faite par un Italien, M. Florio, qui a suivi sur 10 ans les transformations dans les différents services publics en comparant des niveaux de privatisation, des niveaux d'ouverture à la concurrence. Et grosso modo, ça ne fait pas beaucoup baisser les prix, c'est même sur le gaz, les prix vont plutôt augmenter lorsqu'on a plus libéralisé. Sur le téléphone, les prix vont plutôt baisser, mais les effets attendus de cette libéralisation sur le plan des prix ne sont pas spectaculaires. Pour moi, l'expression service public à la française est une expression des défenseurs du modèle européen pour essayer de stigmatiser le cas français en disant « regardez, vous défendez quelque chose mais qui n'existe nulle part ailleurs ». Alors, ils ont raison d'une certaine manière au sens où ce qui se joue dans les années 30 et 50, le modèle EDF, SNCF, par exemple, n'aurait pas l'équivalent dans tous les pays européens. Mais en revanche, si on a une perspective un peu plus globale, et qu'on se dit, est-ce qu'il y a eu à cette époque dans tous les pays européens des logiques d'intervention des pouvoirs publics pour maintenir des services à la population? On les trouve partout.
En Italie, on a des choses qui étaient plutôt de la défense industrielle, de la production de l'industrie. En Suède, on va avoir une intégration, par exemple, du logement dans l'État-providence. Donc, dans chaque pays, en Allemagne, on a le système des Stadtwerke avec des entreprises municipales très interventionnistes, multisecteurs, etc. Donc, si on fait le tour de l'Europe, on s'aperçoit que chacun a son service public intégré correspondant à ce qu'on a en France. On est obligé de la maintenir, mais par d'autres moyens. Par exemple, sur le train, on a les TER, donc on a délégué aux régions cette responsabilité. Sur le téléphone, on a des obligations, on ne peut pas offrir sans avoir des obligations minimales de couverture territoriale. Donc on n'est plus passé par le moyen de l'offre de l'infrastructure, mais par en fait un certain nombre de règles qui encadrent ce qui pourrait être ce qu'on avait vu dans certains cas. Si on avait une libéralisation pure, c'est sûr qu'il y a des zones qui seraient non couvertes. Finalement, dans cette crise sanitaire, on a reposé les débats, les principes du service public du début du siècle et un débat assez fondateur entre ces deux penseurs qui étaient Duguy et Oriou. Et Duguy, qui était un proche de Durkheim, avait fondé sa philosophie du service public sur l'idée que finalement le service public c'était une manière de recréer du lien social, tout au moins de rendre visible un lien social qui se distendait dans nos sociétés contemporaines. Et ce qu'on a vécu voilà, de mobilisation des gens à l'hôpital et de soutien du public derrière, c'est très à la Duguy d'une certaine manière. Mais dans le même temps, l'autre penseur qui est un peu oublié, qui est Oriou, pour lui, le service public, c'était le pouvoir public, l'ordre, par d'autres moyens. Finalement, par des moyens plus souples, on offre du service pour pouvoir maintenir l'ordre public. Par exemple, les services de pompes funèbres, c'était un moyen de garantir les règles d'hygiène en faisant soi-même finalement cela. Et on a vu aussi ce second segment-là avec les questions des masques et on voit que la région Bourgogne-Franche-Comté est en train d'acheter des machines à faire des masques et va faire des masques en régie, qui est d'une certaine manière une réponse à la Oriou à cette pandémie. Vous évoquez la question de la relation de service. La question de la relation de service, elle est posée finalement indépendamment du débat, elle est posée avant la question de l'ouverture européenne qui se joue, dont les premiers textes sont en 90 et qui de fait va se jouer dans les années 2000. La question de la relation de service, elle se pose au milieu des années 80 et elle ne se pose pas dans une logique de politique de concurrence, mais dans une logique de mise en parallèle du service offert dans le public et du service offert dans le privé. Et en fait, on a une transformation gestionnaire qui se vit en même temps dans le public et dans le privé. Dans les grandes entreprises, dans les grands groupes privés, comme les banques, comme les hôtels, on se pose la question de mieux adapter le service aux clients. Et à la même époque, à la RATP, à la SNCF, on va se poser cette même question de l'adaptation du service aux clients. On est en deçà de la mise sous concurrence et on a une évolution qui est parallèle et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de clients. Mais quand on parle de clients dans les entreprises publiques à cette époque-là, on n'est pas encore en situation de concurrence. Et donc client, ça veut dire c'est le client au sens romain d'une certaine manière. C'est celui dont on s'occupe, c'est la personne dont on prend soin. Et donc on va commencer à dire il faut prendre soin des usagers. On les a traités, et c'est la suite de l'histoire de cette infrastructure. On vous offre un service, mais vous le prenez tel qu'il est, il est normalisé et vous êtes tous traités de la même manière. Et on va passer à un autre modèle qui est on doit pouvoir se permettre de différencier cette offre selon les différents destinataires. Et cette question-là de l'offre différenciée, dans un premier temps, c'est un peu heurté dans les services publics. On a dit, nous, c'est des usagers, ce n'est pas des clients. Mais finalement, les agents des entreprises publiques, finalement, ils l'ont assez bien pris au bout d'un moment, parce que c'était mieux faire ce qu'on fait. Et les gens aiment bien faire leur travail, et donc mieux s'occuper de l'usager, finalement, ça a été plutôt bien vécu. Et c'est quand il y aura réellement l'ouverture à la concurrence que des questions différentes vont se poser, et il va se passer quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est qu'à l'époque, dans toutes les discussions qu'on avait, tout le monde pensait en fait que le privé
quand il y aurait une concurrence, offrirait des services mieux, plus chers, plus sophistiqués, etc. Et en fait, ce qu'on a vécu, c'est que le privé s'est aperçu qu'on pouvait faire de l'argent par le low cost. C'est-à-dire qu'on offrait des services de moins bonne qualité et c'était là que finalement le marché pouvait se positionner. Et d'ailleurs, on voit que les opérateurs historiques sont plutôt positionnés sur du moyen de gamme que sur du bas de gamme. Et là, la question du client devenait plus délicate. C'était de demander à des agents de faire un service de mauvaise qualité pour pas cher. Et là, ce n'était pas du tout motivant. On a formé les gens au BAM, bonjour, au revoir, merci. On a essayé de transformer les systèmes, les systèmes gestionnaires pour qu'ils soient un peu moins normalisateurs, mais c'était en fait assez délicat parce que les systèmes relativement normalisateurs étaient robustes et donc il fallait trouver des formes qui permettaient une différenciation des usagers sans remettre en cause la robustesse du système. Armand Hatchwell, qui est un des premiers qui a abordé cette question-là, il posait la question, mais comment peut-on avoir un agent qui parle anglais à la station opéra? Ce qui semble à peu près logique, mais le système de gestion de carrière des agents n'était pas fait pour que, si vous parliez anglais, vous étiez forcément placé à la station opéra, et donc c'était assez délicat de faire ça. Et ce qu'on a vécu aussi souvent, c'est des formes un peu dégradées qui étaient de la fausse différenciation. C'est-à-dire qu'on a des adaptations, voilà, on peut choisir la couleur de son enveloppe prête à timbrer ou des choses comme ça. Donc des choses qui sont des adaptations, mais relativement limitées. Mais comme je vous l'ai dit, finalement, le principe d'égalité au sens juridique qui aurait pu poser problème est un principe d'égalité assez faible et qui ne gênait pas le fait d'accueillir, par exemple, à 2 guichets différents, 2 personnes différentes. Et le principe d'égalité fort, d'une certaine manière, il était, lui, renouvelé dans un principe, finalement, d'une qualité de service ajustée, et ça ne posait pas de problème, je pense. La modernisation, elle a eu différentes époques, elle a toujours été présente. On a eu des grands moments comme le TGV, on a eu le nucléaire, on a eu le Minitel, on a eu donc à chaque moment, en fait, on a trouvé des moments de modernisation et qui, d'une certaine manière, correspondaient aussi à une gestion du personnel et de ces entreprises. C'est-à-dire que ces entreprises étaient poussées et dynamisées par des grands plans de modernisation. Alors c'est sûr qu'après l'ouverture à la concurrence, cette dynamique-là, elle devient... Et les caducs, oui. Alors pour moi, il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est la question de l'administration électronique, sur lequel finalement on voit que les administrations se sont bien transformées. Alors il y a des grands ratages informatiques comme Louvois ou des choses comme ça, mais il y a aussi des réussites assez remarquables. L'impôt à la source s'est fait finalement sans problème, alors que techniquement c'est très compliqué. On a une carte vitale qui marche bien, donc on voit bien qu'il y a des choses qui se transforment. Et les administrations se sont plutôt bien transformées, les administrations et les entreprises publiques avec les systèmes de paiement comme Navigo, etc. Donc tout ça fonctionne pas mal, avec le problème que vous évoquiez, qui est des personnes qui ont des difficultés d'accès à ces outils-là et qu'il faut bien sûr prendre en compte. Ça, c'est la première chose et qui pour moi se passe bien. La deuxième chose qui est devant nous, c'est ce que j'appellerais le numérique, c'est qu'il s'invente des nouvelles formes de relations aux clients usagers et qui laisse pour l'instant les pouvoirs publics un peu pantois, je pense. Vous avez un principe, on essaye d'adapter, on a fait la politique du sourire, etc. Maintenant, la logique dans le numérique, c'est une logique de gamification. Il faut que ça soit rigolo, il faut que ça soit amusant. Mais ce n'est pas forcément amusant de payer ses impôts, quoi. On voit bien qu'on touche un peu les limites. Alors on a fait du design, on a essayé de s'adapter. Mais cette logique de gamification, elle laisse quand même les pouvoirs publics un peu dans une position délicate. Et la deuxième chose qui est aussi très particulière, c'est la logique de la confiance. D'une certaine manière, tous ces services publics ont construit dans le temps une relation de confiance très forte avec les Français. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion sur la confiance, on voit qu'en fait, les grandes entreprises de réseau conservent une confiance et qui se dégrade un petit peu avec l'ouverture à la concurrence, mais qui reste encore supérieure à celle des entreprises équivalentes du privé. Et là, on est en train d'inventer une nouvelle forme de confiance
qui est fondé sur les notations, sur les retours, sur un ensemble de formes de relations au destinataire qui est tout à fait particulière et qui n'a pas son équivalent du côté du public. Et alors il y a un exemple qui est tout à fait remarquable, c'est la manière dont la relation entre Blablacar et les Ouibus. Vous aviez la SNCF qui était en position sur les offres de cars, dit Macron, qui était en position assez solide sur le marché et qui, dans un premier temps, avait une relation avec Blablacar. On pouvait, sur le site de la SNCF, trouver aussi la possibilité d'une réservation Blablacar. Et en très peu de temps, la chose s'est retournée et maintenant ce sont des Blablabus qui assurent l'offre ancienne des Ouibus. Et tout ça, pourquoi? Parce que Blablacar, typiquement, repose sur ce système de confiance. On a finalement réinventé le stop par le fait qu'on peut noter les gens qui vous chargent, les gens qui sont chargés. Et donc cette relation-là, je trouve que c'est un défi tout à fait intéressant pour les services publics. Il y a des formes de mobilisation des usagers avec des hackathons, des formes de sondage un peu sophistiquées. On essaye d'aller au-delà de l'enquête d'opinion et le numérique peut permettre cela. Je trouve que les formes qu'on a actuellement sont relativement limitées. Je suis finalement plus séduit par les formes de coproduction qui sont, ça peut s'appeler Fix My Street dans la version anglaise, mais c'est ma ville dans ma poche, ces petites applications, on peut signaler des défauts dans la rue, et là ces systèmes-là peuvent être assez efficaces et renouveler une forme traditionnelle. Les gens écrivaient à leur mairie pour dire qu'il y avait des problèmes. Maintenant, ils passent par là, c'est plus rapide, on peut géolocaliser, on peut donner immédiatement une photo du problème et ça permet aussi de toucher une population plus jeune. Ça renouvelle des formes de relations avec la population et qui pose d'ailleurs après tout le problème de la transformation de l'administration pour qu'elle puisse répondre immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a une rapidité du signalement, il faut qu'il y ait une rapidité de la réponse, et donc il ne faut pas s'engager là-dedans sans avoir une maîtrise technique de l'entretien de ces espaces publics.